Maintenant, je vais commencer le chapitre où on va parler de la structure et des mécanismes du système nerveux. Et dans ce premier vidéo pour ce chapitre, je vais commencer par aborder un petit peu c'est quoi les cellules qui composent le système nerveux, de quoi est composé le système nerveux, c'est quoi ses différentes parties, et comment est-ce que l'information sensorielle est transmise à travers les différentes voies du système nerveux. Donc, le système nerveux, c'est quoi? Bien, c'est le système qui est responsable d'être capable de monitorer ce qui se passe à l'intérieur du corps et à l'extérieur du corps. Il est capable de préserver l'homéostasie et peut réagir dépendant des différentes situations. Donc, il va remarquer soit que le pH sang est trop bas ou il est trop élevé. Il peut remarquer que la température interne baisse ou elle augmente, et ainsi de suite. Le système nerveux est aussi responsable de réguler les différentes contractions musculaires, que ce soit des contractions qui sont volontaires, qui permettent le mouvement et la parole, par exemple, ou des contractions musculaires qui sont involontaires et qui ne sont pas contrôlées par ta pensée consciente, comme par exemple les contractions qui permettent d'acheminer la nourriture à travers le système digestif, par exemple. Ça veut dire que ton système nerveux, si tu te concentres et tu penses à toutes les différentes fonctions qu'il accomplit, il accomplit des milliers de différentes fonctions simultanément. Beaucoup de ces fonctions-là sont automatiques et il y en a d'autres, par contre, qui sont volontaires, comme l'action de bouger, de parler, de mâcher et ainsi de suite. C'est-à-dire que si tu regardes de façon générale ton système nerveux, on peut le diviser en deux différentes parties. Tu as ton système nerveux central, des fois on utilise l'acronyme SNC, ou tu as ton système nerveux périphérique, SNP. Le système nerveux central, lui, est divisé en deux parties, qui est l'encéphale et la moelle épinière. On va voir ce que c'est l'encéphale et la moelle épinière un peu plus tard. Le système nerveux périphérique, c'est lui qui va sortir du système nerveux central ou entrer vers le système nerveux central. Et lui, il est divisé en différents types de nerfs, qui sont des nerfs qui sont crâniens ou rachidiens, dépendant d'où ils rentrent dans la moelle épinière. Ces nerfs-là vont constituer les voies afférentes, sensitives et efférentes moteurs. Donc, si on pense à afférentes et efférentes, remarquez qu'ils ne sont pas écrits exactement pareil. Ici, tu as afférente. Afférente veut dire rentre, vers. Donc ici, ça rentre vers quoi? Le système nerveux central. Et les voies efférentes, efférente veut dire sort de. Et sort de quoi? Ben, du système nerveux central. Donc, les voies afférentes sont des nerfs qui, eux, vont aller de tes récepteurs sensoriels, donc ils viennent des récepteurs sensoriels, récepteurs sensoriels, qui, eux, détectent les différents changements qui peuvent s'opérer, soit externes ou internes, qui reçoivent un message d'un changement et envoient le message vers le système nerveux central. Les voies efférentes qui, eux, sortent du système nerveux central, on dit que c'est des voies efférentes motrices parce que généralement, elles vont réguler les contractions. Mais parfois, c'est pour faire une action et des fois, l'action, c'est pas une contraction musculaire, ça peut être par exemple le relâchement d'une hormone ou un autre processus. Mais c'est pour faire une action et c'est pour ça que l'on va dire que c'est moteur. Donc, généralement, l'information va venir de tes récepteurs, utiliser les nerfs qui font partie de la voie afférente sensitive pour se rendre au système nerveux central et du système nerveux central, ils vont ensuite envoyer un message à l'aide de nerfs qui font partie des voies efférentes motrices pour accomplir une action. Les voies efférentes motrices, il y en a de deux types. On a les voies efférentes motrices qui font partie du système nerveux somatique ou autonome. Le mot somatique, c'est un mot qui est utilisé pour parler des actions qui sont volontaires. C'est-à-dire que c'est une action que tu décides de faire, comme parler ou écrire. Les voies efférentes qui sont autonomes sont involontaires. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu ne contrôles pas, comme par exemple le battement de ton cœur. Tu as des messages nerveux qui viennent de ton système nerveux central qui utilisent les voies efférentes motrices pour dire à ton cœur de faire les différentes contractions qui permettent à ton cœur de battre. C'est pas toi qui décides
quand est-ce que ton cœur va avoir un message nerveux qui va stimuler la contraction. Et de tes voies efférentes autonomes, tu vas avoir le système nerveux qui est sympathique et parasympathique qui, eux, agissent en opposition. Sympathique et parasympathique, on va voir qu'est-ce que ça veut dire un petit peu plus tard. Donc, si on regarde le système nerveux central, on sait qu'il y a le système nerveux en général, on voit qu'il y a deux systèmes, comme je l'ai mentionné dans le diagramme ici. Tu as ton système nerveux central qui, lui, comprend un réseau de nerfs et de neurones qui font partie de l'encéphale et de la moelle épinière. Et eux, leur rôle, c'est d'intégrer et d'interpréter ou de traiter l'information qui vient des voies afférentes sensitives et elles vont ensuite transmettre le message à tes différents effecteurs pour faire une action. Ton système nerveux périphérique ou SNP, lui, il va capter les messages sensoriels par tes voies afférentes sensitives à partir de récepteurs, envoyer ça au système nerveux central qui va prendre une décision, donc intégrer et traiter, pour ensuite réenvoyer le message par des voies efférentes motrices du système nerveux périphérique vers des muscles ou des glandes pour pouvoir qu'elles puissent faire une action. Tu peux avoir un contrôle, comme j'ai dit, qui est autonome, donc involontaire, ou somatique, qui est volontaire. Donc, c'est une action que tu décides de faire. Et comme j'ai dit, sympathique et parasympathique sont deux branches du système autonome qui sont en opposition, qu'on va voir plus tard. Maintenant, c'est quoi l'encéphale et c'est quoi le système nerveux central? C'est-à-dire qu'on voit que le système nerveux central est composé en deux parties. Tu as ta moelle épinière qui est ici, donc à partir de là. Et ici, tu vas avoir ton encéphale. Ton encéphale, ce n'est pas ton cerveau uniquement, parce que ton cerveau, c'est seulement cette partie-là ou cette structure-là qui se trouve dans ton encéphale. Ton encéphale comprend ton cerveau. Il va aussi comprendre tes différents bulbes rachidiens, ton hypophyse, qui n'est pas vraiment fait partie nécessairement de ton système nerveux central parce que c'est une glande, ça fait plus partie de ton système endocrinien. Tu vas avoir ton cervelet, ton mésencéphale, ton épiphyse, ton thalamus, tes corps calleux et ton cerveau que je ne sens pas voir ici, avec aussi tes méninges qui se trouvent dans ton crâne et le pont de Varol. Ça veut dire que tout ce que j'ai encerclé ici et que j'ai noté en rose font partie d'une structure qu'on appelle l'encéphale. Donc, l'encéphale, ce n'est pas juste le cerveau, c'est aussi d'autres structures qui sont associées au cerveau, mais qui se retrouvent au-dessus de ta moelle épinière et qui se retrouvent à l'intérieur de ta tête ou à l'intérieur de ton crâne. Ton système nerveux périphérique, c'est tout ce qui sort de ta moelle épinière. C'est-à-dire que ça, c'est ta moelle épinière et ça fait encore partie de ton système nerveux central. C'est-à-dire que ton système nerveux périphérique, c'est tout ce qui sort de cette moelle épinière-là ou qui rentre dans cette moelle épinière-là. C'est-à-dire ce qui est à la gauche du schéma, ça, c'est tes voies afférentes, sensitives, et ça, c'est tes voies efférentes, moteurs. Donc ici, tu as tes récepteurs sensoriels. Ici, un exemple, ce serait de la peau qui détecte un changement, soit que quelque chose te touche ou que quelque chose te brûle ou quelque chose est froid. Et ça envoie des messages à travers des nerfs qui font partie des voies afférentes vers ta moelle épinière pour pouvoir t'indiquer un changement que ensuite la moelle épinière va acheminer à ton encéphale et une décision va être prise par rapport au stimulus qui est perçu. Et ensuite, le message efférent va être envoyé par tes voies efférentes motrices à tes différents organes ou muscles ou glandes pour qu'il y ait une action qui soit prise par rapport à cette décision-là qui a été prise par le système nerveux central. Donc, le système nerveux périphérique, c'est ce que j'ai indiqué en jaune et non en rose, qui lui, c'est la moelle épinière qui fait partie du système nerveux central. Maintenant, les cellules qui composent ton système nerveux, il y a deux types de cellules généralement qu'on peut retrouver dans ton système nerveux. On a les cellules gliales et les nerfs. Les cellules gliales, elles, sont plus des cellules qui sont responsables du soutien du système nerveux ou d'alimenter les neurones pour obtenir différents nutriments,
ou d'éliminer des déchets, protéger aussi les neurones contre les infections et donner un certain soutien à tes différentes neurones pour donner des structures qui font partie de ton système nerveux central et périphérique. Ça veut dire que ce n'est pas des cellules qui vont transmettre de l'information nerveuse, c'est des cellules qui sont juste autour de tes cellules nerveuses, qui font partie de tes nerfs, qui, eux, ont d'autres fonctions, mais qui sont quand même dans ton système nerveux central et périphérique. Donc, ça donne du soutien, ça alimente les neurones, ça élimine les déchets, ça les protège. Et comme j'ai dit, ça donne une certaine structure. Tes nerfs sont ce qui permet la transmission de messages nerveux. Ces nerfs-là sont faits de neurones. Donc, un nerf, ce n'est pas un neurone. Un neurone, c'est l'unité la plus simple qui transmet des messages nerveux, c'est une cellule nerveuse. Mais un nerf, c'est un regroupement d'un grand nombre de neurones qui sont assemblés ensemble en faisceaux à l'aide de cellules gliales. Donc, ici, tes cellules gliales, c'est ce qui entoure tes nerfs ou tes neurones pour former des nerfs, par exemple. Un neurone, c'est donc l'unité structurelle et fonctionnelle de ton système nerveux central. C'est tes cellules nerveuses qui, elles, permettent de transmettre le message nerveux. C'est-à-dire que si tu vas dans un nerf, tu vas retrouver des milliers de neurones et chaque neurone permet la transmission d'un message nerveux à travers le nerf. Ces neurones-là vont avoir des structures qui sont très similaires et qui se ressemblent. Ces neurones-là permettent de réagir aux stimuli physiques et chimiques. Elles permettent de transmettre les signaux, les messages nerveux, qui sont des signaux électrochimiques. Donc ça, c'est un mot très important, puis on va voir un petit peu plus tard qu'est-ce que je veux dire par là. Un signal nerveux, c'est un signal électrochimique. Et ça permet aussi de sécréter des substances qui permettent de réguler les processus corporels. Et ces substances-là sont des neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs peuvent envoyer un message à un autre neurone pour continuer de transmettre le message nerveux, ou ils peuvent aussi agir en tant qu'hormones à travers ton corps. Donc, pas tous les neurotransmetteurs sont des hormones, mais certains neurotransmetteurs importants agissent en tant qu'hormones aussi. Ces neurones vont avoir des différentes unités, des différentes sous-parties structurales qui les unifient. Elles vont avoir un noyau parce que des cellules qui ont des noyaux. Ils vont avoir ce qu'on appelle un corps cellulaire, des dendrites et un ou plusieurs axones, dépendant du type de neurone. Donc, si on regarde de façon générale à quoi ressemble un neurone. Donc, ici, ça va être un neurone du type multipolaire. On va voir qu'il y a 3 types de neurones. Et ces neurones-là vont quand même avoir des particularités qui sont très similaires. Si on regarde le neurone, on voit que tu vas avoir ton noyau. Donc, ton noyau est où? Le noyau est ici. Donc, ça, c'est ton noyau qui se trouve dans la partie de ton neurone qu'on appelle le corps cellulaire. Ça veut dire que cette partie-là, qui est en vert, c'est ton corps cellulaire. Et donc, c'est là où la majorité des organites, comme par exemple l'appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique, les mitochondries vont se retrouver pour pouvoir faire survivre la cellule neuronale. Et c'est là où il va y avoir, comme j'ai dit, le noyau. Les neurones vont aussi avoir ce qu'on appelle des dendrites. Donc, les dendrites, c'est ce qu'on retrouve, c'est les projections qu'on retrouve qui sortent du corps cellulaire et qui vont se retrouver aussi à l'autre extrémité ici. Donc ici, tu as des dendrites. Ces dendrites-là permettent de communiquer avec d'autres neurones. Donc ici, si on regarde l'image, ça, c'est un autre neurone. Ce que je dessine en rose, ça, c'est un autre neurone et on peut voir que les dendrites entrent en communication avec ces autres neurones-là. Le point de jonction et de communication entre deux neurones s'appelle une synapse. Donc ça, c'est un agrandissement de la synapse qui est ici, qui est encerclée ici en rose. Et les synapses vont avoir un espace qu'on appelle la fente synaptique. Et pour pouvoir transmettre le message d'un neurone à un autre neurone,
il va y avoir l'utilisation de neurotransmetteurs qui sont des molécules, qui sont des signaux chimiques, qui vont être relâchés d'un neurone, qu'on appelle le neurone présynaptique, jusque dans la fente synaptique qui est l'espace entre les deux neurones. Les neurotransmetteurs se lient à des récepteurs qui sont sur le neurone postsynaptique, donc ça serait le neurone postsynaptique, et transmettent ainsi le message nerveux. On va voir comment les neurotransmetteurs transmettent un message nerveux un petit peu plus tard. Mais c'est à l'aide de tes synapses qui se trouvent sur les dendrites qui permettent la jonction entre deux différents neurones qu'un message nerveux va se transmettre entre deux neurones dans un même nerf ou entre deux nerfs différents. Si on continue à regarder notre corps cellulaire, on peut voir de l'autre côté, donc de ce côté-ci, qu'on a une structure qui est très longue et qui a une projection qui est très allongée et qui est en forme de tube qu'on appelle ton axone. Donc ça, c'est ton axone. C'est l'axone qui permet la majorité de la transmission des messages nerveux sur une longue distance. Les axones d'un neurone peuvent être plus ou moins longs, dépendant du type de neurone. Mais c'est sur les axones qu'on va se concentrer quand on va parler de la transmission des messages nerveux. Même si le message nerveux va provenir d'ici, par exemple, donc tu as la transmission des neurotransmetteurs, qui, eux, permettent de transmettre un message nerveux à travers les dendrites, à travers le corps cellulaire pour se rendre aux axones, pour traverser l'axone, pour se rendre à la terminaison axonale qui se trouve ici, jusqu'aux autres synapses qui, eux, sont en contact avec un autre neurone qui est un petit peu plus loin et qui va transmettre le message nerveux à travers une autre synapse qui se retrouve ici. Maintenant, c'est vrai que ça semble un petit peu comme il y a plein de différentes images, mais c'est comme ça que le message nerveux va être transmis. Majoritairement, on va se concentrer sur ce qui se passe au niveau de l'axone, mais ce qui se passe au niveau de l'axone se passe aussi tout le long de la transmission du message nerveux, de ton neurone postsynaptique jusqu'à la terminaison axonale qui se trouve de l'autre côté de ton axone. Les neurones, il y en a de deux types. Il va y avoir des neurones qui sont myélinisés, puis des neurones qui sont démyélinisés. On va voir la différence au niveau de leur fonction un petit peu plus tard. Mais ce que ça veut dire, c'est que si un neurone est myélinisé, c'est qu'il a une gaine de myéline, qui est faite de cellules gliales que l'on appelle des cellules de Schwann. Donc, les cellules de Schwann, c'est ça qui compose ce qu'on appelle la gaine de myéline des neurones qui sont myélinisés. Sur l'image ici, on représente les cellules de Schwann en bleu. Donc ça serait une cellule de Schwann, une autre cellule de Schwann, une autre cellule de Schwann, pour former ce qu'on appelle la gaine de myéline autour de l'axone. Cette gaine de myéline agit comme protection et aussi comme isolant parce que c'est fait de cellules qui sont des cellules gliales. On va voir que cette gaine de myéline, en plus d'offrir un certain type de protection à tes axones, va permettre d'accélérer la transmission d'un message nerveux à travers un axone. Mais on va voir comment ça se produit un petit peu plus tard, après qu'on ait parlé de comment un message nerveux est transmis à travers un axone démyélinisé. Les neurones, comme j'ai dit, on a plusieurs types de neurones et les trois principaux types de neurones vont être ceux-ci. Tu as les neurones multipolaires, donc comme j'avais dit, l'image que j'avais représentée ici, c'était un neurone multipolaire. Tu vas avoir des neurones qui sont bipolaires et des neurones qui sont unipolaires. Maintenant, ils ont des apparences qui sont différentes, qui sont aussi associées à des fonctions différentes. Par exemple, un neurone multipolaire est dit multipolaire, donc remarquez que le mot multi, parce qu'il y a plusieurs dendrites un peu partout autour du corps cellulaire et naturellement, il va en avoir d'autres dendrites au lieu de la terminaison axonale qui n'est pas représentée sur l'image ici. Donc, c'est multipolaire à cause de toutes ces différentes jonctions de dendrites qui permettent des connexions un peu partout autour du corps cellulaire avec plusieurs autres neurones. Ces neurones multipolaires vont avoir toutes ces possibilités de connexion avec d'autres neurones parce qu'ils ont plusieurs dendrites et c'est parce qu'ils sont situés dans l'encéphale et la moelle épinière. C'est-à-dire qu'eux sont situés dans ton système nerveux central et
le fait d'avoir plusieurs différentes possibilités de connexion, c'est ça qui fait que les messages nerveux dans ton système nerveux central vont passer à travers différents processus d'intégration pour obtenir une réponse qui va être envoyée à tes effecteurs. Tu veux que tu aies beaucoup de connexions nerveuses avec des neurones multipolaires dans ton système nerveux central parce que le plus de connexions que tes neurones de ton système nerveux central font, le plus d'intégration d'informations qu'ils peuvent faire et plus de partage d'informations avec les différentes parties de ton système nerveux central veut dire qu'il peut y avoir beaucoup plus de variabilité au niveau de l'intégration et de la réponse à des différents stimuli. Les neurones multipolaires sont aussi caractérisés par le fait qu'ils ont un seul axone. C'est-à-dire que oui, ils partagent beaucoup d'informations entre différents autres neurones de ton système nerveux central, mais ils vont envoyer un message à un autre neurone beaucoup plus loin, ce qui permet de faire la connexion avec ton système nerveux périphérique après que l'information ait été intégrée par tes différents neurones. Tes neurones bipolaires, eux, vont être caractérisés par le fait qu'ils ont un seul dendrite qui vont sortir du corps cellulaire. Donc, remarquez ici que ton corps cellulaire a plusieurs dendrites. Et ici, ton corps cellulaire de ton neurone bipolaire a une seule dendrite. Et il va aussi avoir un seul axone qui sort du corps cellulaire qui est ici. Donc, un dendrite, un axone. Et c'est des neurones qu'on trouve principalement dans l'oreille interne, la rétine et l'aire olfactif de ton encéphale. C'est-à-dire qu'eux sont responsables de détecter un stimuli à l'aide de détecteurs sensoriels qui sont connectés aux dendrites de ton neurone, de ton corps cellulaire, et envoyer le message à une autre partie de ton encéphale pour intégrer l'information. Donc, le message va être probablement envoyé à un neurone multipolaire qui, lui, va partager l'information avec d'autres neurones pour ensuite envoyer un message clair à tes effecteurs dépendant du stimuli qui a été détecté par tes neurones bipolaires. Donc, soit que de la lumière intense a été détectée, là, il faut que tu clignes des yeux, ou que tu sens quelque chose d'extrêmement bon et tu veux te diriger dans cette direction-là. Et le dernier type de neurone, c'est le neurone qui est unipolaire. Les neurones unipolaires, eux, sont dits unipolaires parce qu'ils ont une seule branche qui sort de ton corps cellulaire. Donc, uni pour une seule branche qui sort, bi pour deux branches qui sortent du corps cellulaire, et multi parce que tu as plusieurs branches qui sortent du corps cellulaire. Et ton neurone unipolaire, eux, ils vont faire partie de ton système nerveux périphérique. C'est-à-dire que leur rôle, c'est que dès qu'un message est envoyé par tes neurones multipolaires de ton système nerveux central, ils connectent avec des neurones unipolaires qui, eux, transmettent l'information jusqu'à ton effecteur pour pouvoir faire l'action qui a été déterminée par ton neurone multipolaire. Ça veut dire que les classifications des neurones, c'est pas seulement de où on les retrouve, mais c'est aussi quelles sont leurs formes, et on peut voir que leur forme est aussi associée à non seulement où on les trouve, mais c'est quoi leur fonction et pourquoi on a besoin d'avoir ces différentes formes-là. Maintenant, ça, c'est trois classifications de neurones. Maintenant, si on regarde un peu plus de façon généralisée, comme je l'avais mentionné, ton système nerveux est divisé en système nerveux central et périphérique, et on peut donc aussi classifier les neurones par rapport à ça. Tu as tes neurones qui sont sensitifs. Ça, c'est ton premier type de neurones. Et c'est eux qui vont être reliés à tes récepteurs sensoriels, qui vont détecter un changement, et ces neurones sensitifs vont faire partie des voies afférentes sensitives et vont acheminer l'influx nerveux et le message nerveux détecté par les récepteurs sensoriels vers le système nerveux central. Dans le système nerveux central, tu vas avoir tes interneurones, qui sont tes neurones multipolaires, qui, eux, vont prendre l'information provenant des neurones sensitifs. Ils vont les traiter et les intégrer en se partageant ces informations-là aux différentes régions de ton système nerveux central, jusqu'à temps que l'information soit suffisamment intégrée pour qu'une décision soit prise par tes neurones de ton système nerveux central et que cette décision
soit envoyé par tes interneurones de ton système nerveux central vers tes neurones moteurs de ton système nerveux périphérique pour qu'ils puissent se rendre vers les effecteurs. Donc, un effecteur, ça peut être des muscles, ça peut être des glandes ou ça peut être d'autres organes, pour que, suite à l'information perçue et traitée, qu'une action soit prise qui soit appropriée, basée sur ce que a interprété tes interneurones de ton système nerveux central à partir de tes neurones sensitifs. C'est-à-dire que si on représente de façon très simplifiée le cheminement de l'information sensorielle, de la réception jusqu'à l'action, tu as des récepteurs sensoriels, par exemple, ici sous la peau, qui vont détecter un changement, par exemple qu'il fait très froid, qui va envoyer un message nerveux par tes neurones qui sont sensoriels, donc tes voies afférentes sensitives, qui sont, remarquées ici, des neurones qui sont bipolaires ou unipolaires, parce que tu as une projection qui sort ici, qui envoie le message à des neurones multipolaires qui font partie de tes interneurones et qui, eux, vont intégrer l'information et envoyer l'information à différentes régions de ton système nerveux central pour ensuite recevoir une réponse de différentes régions de ton système nerveux central et envoyer le message à des neurones de ton système nerveux périphérique, qui sont des neurones moteurs, qui font partie des voies efférentes motrices, vers un effecteur. Puis ici, on a montré un muscle comme étant un effecteur pour agir dépendant de l'information qui a été intégrée par ton système nerveux central. Maintenant, ici, on montre que c'est un neurone multipolaire, mais ça va être il va probablement avoir entre ici et là, remarquez qu'il y a un espace, plutôt un neurone qui va être unipolaire, qui va être intégré ici plutôt que multipolaire. Mais c'est possible des fois d'avoir des neurones multipolaires qui envoient des messages à différents effecteurs. Ça dépend des situations. Donc, la voie d'une transmission neurale, de façon très simplifiée, tu as un récepteur qui détecte quelque chose. Donc, ici, on montre un récepteur plutôt visuel, donc des récepteurs de ta rétine, plutôt que de ta peau, qui détecte une information sensorielle qui est envoyée jusqu'à ton centre d'intégration qui fait partie de ton système nerveux central, qui, lui, après avoir intégré l'information, envoie une réponse à l'aide des voies motrices, donc effectrices, vers une action qui va, elle, permettre de faire, par exemple, ici une contraction pour que tu puisses freiner. Donc ça, ce serait un conducteur qui voit un obstacle, qui intègre l'information et qui décide de peser sur les freins. Donc, tout ce qui se retrouve ici fait partie du système nerveux central et tout ce qui fait partie ici fait partie du système nerveux périphérique. L'arc réflexe, c'est la connexion la plus simple que l'on a et qui est le plus proche de cette voie de transmission neurale simplifiée qui est représentée ici. L'arc réflexe, c'est quelque chose qu'on a depuis très, très, très longtemps. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est probablement une des voies de transmission neurale les plus simples qui ont évolué dans les organismes qui sont extrêmement très simplifiés, comme par exemple même des organismes multicellulaires comme des vers de terre ou des petits nématodes ont cet arc réflexe-là. Et donc, c'est quelque chose qui date de très longtemps dans notre évolution. Et la raison pourquoi ça date de très longtemps dans notre évolution, c'est parce que c'est quelque chose qui était un avantage pour tous les organismes vivants. Ton arc réflexe, c'est une connexion qui est très, très, très simple parce que dans le fond, tout ce qu'elle nécessite, c'est d'avoir un neurone sensitif connecté à des récepteurs sensoriels qui passent à travers des interneurones de ta moelle épinière qui, eux, intègrent l'information et envoient le message de réponse à des neurones moteurs. Ce que je veux dire par là, c'est que normalement, si on regarde dans l'arc réflexe qui est représenté ici, des récepteurs sensoriels qui sont dans les yeux permettent à un conducteur de voir un obstacle qui envoie le message au cerveau qui est intégré à différents endroits pour qu'une réponse soit produite par tes neurones, envoyée à tes neurones moteurs pour permettre à la personne de freiner. Ça, c'est un message, une transmission qui passe à travers le cerveau. Et donc, c'est un message qui prend un petit peu plus de temps à être intégré parce qu'il doit y avoir plein de connexions qui doivent être faites
où là, le conducteur détecte l'obstacle, ensuite prend des décisions sur comment il va réagir par rapport à cet obstacle avant que la décision soit prise. Par contre, quand tu as un arc réflexe, c'est quelque chose de très rapide. Donc, c'est 50 millisecondes. Et ça, c'est quelque chose qui est plus rapide qu'une réponse comme celle-ci. Ça, c'est parce que le message nerveux ne se rend pas à ton encéphale, donc à l'intérieur de ton cerveau pour être intégré avant que la décision soit envoyée à tes effecteurs. La décision est prise par des interneurones qui sont dans ta moelle épinière. C'est-à-dire que dans ton arc réflexe, tu touches un objet qui te blesse, un objet piquant. Ça détecté par tes récepteurs sensoriels dans ton doigt qui envoient le message à travers tes neurones sensitifs. Dans tes interneurones, tu as une intégration du message, donc une intégration par tes interneurones dans ta moelle épinière. Et ensuite, le message est automatiquement de réponse et automatiquement acheminé à tes effecteurs de tes muscles qu'il faut que tu enlèves ton doigt. Et ça veut dire que le message va très vite parce que c'est tes interneurones de ta moelle épinière qui prennent la décision de la réponse à suivre. Mais c'est une réponse qui est préprogrammée. Peu importe c'est quoi qui cause la blessure ou qui fait que tu veux enlever ta main. Et éventuellement, le message va aussi être envoyé à ton encéphale pour avoir une intégration qui est plus consciente. Donc, généralement, si vous pensez à toutes les situations où, par exemple, vous ne faisiez pas attention et que vous avez touché un objet qui était soit extrêmement chaud ou soit piquant, sans faire attention à ce que vous faisiez, vous enlevez votre main et vous vous éloignez avant même de savoir qu'est-ce qui vous a fait mal ou qu'est-ce qui vous a piqué ou qu'est-ce qui vous a brûlé. Et la réalisation de qu'est-ce qui a causé la blessure arrive après avoir enlevé sa main et après s'être éloigné. Enlever sa main et s'être éloigné, c'est une réponse qui est automatique, qui est préprogrammée dans nos interneurones et qui ne nécessite pas une intégration dans l'encéphale. Déterminer ce qui s'est passé après, c'est là où l'encéphale rentre en jeu, puis c'est pour ça qu'il y a un petit délai. C'est un petit peu comme, par exemple, si quelqu'un se cache et vous fait peur, par exemple. Vous êtes en train de faire quelque chose, il y a quelqu'un qui arrive derrière vous puis qui ne fait pas de bruit, et vous vous retournez de bord, puis là, vous êtes extrêmement surpris. Vous n'avez même pas essayé de penser qui était là, c'est qui cette personne, est-ce qu'elle va me blesser, est-ce qu'elle va me rendre ma vie en danger, parce que généralement, ce n'est pas le cas. Mais dès que vous vous retournez, la première chose qui arrive, c'est que vous avez une réponse automatique du fait que vous avez vu quelque chose qui n'était pas quelque chose au quoi vous vous attendiez à voir. Et vous sursautez, vous vous éloignez de la source du danger potentiel, qui est la personne que vous avez vue. Généralement, vous allez aussi mettre vos mains à l'avant devant vous pour vous protéger. Vous allez peut-être aussi cligner des yeux et vous allez vous éloigner de cette source potentielle de danger avant même de réaliser que c'était juste votre mère qui est arrivée derrière vous et que vous vous attendiez juste pas à ça, puis votre mère ne voulait pas vous faire mal. Ça veut dire que quand tu as un arc réflexe, c'est un système qui est très simple et très rapide parce que ça ne prend pas l'intégration de l'encéphale pour qu'une décision par rapport à ce qui a été observé ou ce qui a été détecté par tes récepteurs soit prise. C'est quelque chose d'automatique. Et si vous pensez à toutes les fois où les arcs réflexes rentrent en jeu, vous faites toujours les mêmes actions, peu importe c'est quoi la source du stimuli. Vous enlevez votre main ou vous enlevez votre corps de l'endroit où la source du danger potentiel a été détectée. Vous protégez les organes importants, le corps, les yeux, la tête, et vous clignez des yeux. Naturellement, avec ça, il va y avoir d'autres réponses internes qui vont arriver. Il va y avoir de l'adrénaline qui va être relâchée par votre système nerveux autonome. Votre cœur va battre beaucoup plus fort et vous allez ressentir toute cette sensation de vouloir vous éloigner d'un danger. Mais ça, c'est une réponse qui est automatique, qui est intégrée très rapidement et c'est vos interneurones dans votre moelle épinière qui prennent la décision de cette action-là avant même que l'encéphale sache qu'est-ce qui se passe. Parce que le message se rend beaucoup plus lentement à l'encéphale, est intégré plus lentement dans l'encéphale pour envoyer un message aux effecteurs
que le simple arc réflexe qui est détecté, qui est représenté ici.